je pense on peut commencer, puis les autres pourront se connecter tranquillement. De toute façon, le webinaire est enregistré, donc pourra être réécouté sans problème. Donc, je me présente, moi, c'est Laura Tucciarelli, je suis conseillère en environnement chez Recé Québec dans l'équipe économie circulaire réduction à la source. Puis aujourd'hui, on vous présente un webinaire qui tente de démystifier les dates de péremption. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par un cher panéliste, tous des femmes en plus. Donc, premièrement, il y a Claudine Quimper du MAPAC, suivie de Chantal Vézina de chez Moisson Montréal et Alexandra Morin-Richard de la Tablée des chefs. Je suis aussi accompagnée de ma collègue Laurie qui, elle, pourra gérer la section questions-réponses. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici en grand nombre. On est super contents. Puis, on espère qu'aujourd'hui, on pourra répondre à toutes vos questions. Sinon, à la fin, on pourra le faire aussi. Je vais passer la parole à Laura de chez Foodmesh pour vous donner quelques consignes et se présenter aussi. Merci Laura. Je vais juste partager. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laura et je représente Foodmash, qui est une entreprise sociale établie à Vancouver et qui a pour but de réduire le gaspillage alimentaire partout au Canada. Foodmash est l'organisation derrière la campagne J'aime manger, pas gaspiller. Et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec notre partenaire Recyc Québec et les autres panélistes dans le cadre de la campagne d'information sur les dates de péremption. Cette campagne s'attache particulièrement à démystifier l'idée qu'une fois la date de péremption passée, les aliments ne sont plus bons à consommer. Euh, Avant de commencer cette discussion, je voudrais juste partager avec vous quelques informations pratiques. Donc tout d'abord, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez activer les sous-titres afin de le suivre dans la langue de votre choix en utilisant la fonction sous-titres située en bas de votre écran. La caméra et le micro seront coupés pendant tout le webinaire, mais si vous avez des questions à poser à nos intervenantes et intervenants, vous pouvez les soumettre à tout moment en utilisant la fonction questions-réponses en bas de votre écran tout au long du webinaire. Une fois que la partie consacrée aux intervenantes sera terminée, nous passerons à vos questions et nous essaierons d'y répondre autant que possible. À la fin de la séance, nous vous demanderons de remplir un court questionnaire d'évaluation afin de nous faire part de votre avis sur l'utilité de ce webinaire. Sur ce, Laura, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Je voulais aussi mentionner en fait que le webinaire est aussi tenu dans le cadre de la Semaine québécoise de la réduction des déchets, la SQARD, qui est toute cette semaine ici au Québec. Donc, on est aussi fiers partenaires de cette semaine. Je vais commencer moi-même avec juste une petite mise en contexte un peu de l'ampleur du gaspillage alimentaire au Québec, un peu pour mettre la table, être sûr que tout le monde est sur les mêmes informations. Et après, on va passer plus dans le sujet du jour qui est les dates de péremption. Donc, je vais rapidement partager mon écran. Et voilà. Donc, on va commencer par une définition du gaspillage alimentaire. Donc, toute l'information que je vous partage aujourd'hui, c'est à partir de l'étude de quantification des pertes et gaspillages alimentaires que Recyc Québec a publiée en 2022. Donc, la définition du gaspillage alimentaire est toute partie comestible des aliments destinés à la consommation humaine qui en est détournée, dégradée, perdue ou jetée à n'importe quelle étape du système bioalimentaire. Et ça inclut aussi les étapes de la récupération et de la redistribution alimentaire et aussi chez les consommateurs, donc chacun dans les ménages. Donc au Québec, c'est 16% des aliments entrant dans le système bioalimentaire qui sont perdus ou gaspillés. Vous avez aussi à l'écran le tonnage, mais je pense que le 16% est un peu plus parlant. Il y a des aliments comestibles qui sont perdus ou gaspillés vraiment à toutes les étapes du système bioalimentaire, donc de la production à la maison. Il y a pas vraiment de grands gagnants là-dedans. Chaque maillon fait son gaspillage, mais c'est le maillon des ménages qui gaspille le plus. Les émissions de gaz à effet de serre associées au système bioalimentaire sont estimées à 20 000 tonnes de gaz à effet de serre par année et c'est vraiment à l'étape de la production, donc 67% des GES sont produites lors de la production. C'est 18% des émissions de gaz à effet de serre associées au système alimentaire
qui sont liées aux aliments perdus ou gaspillés. Donc, le système bioalimentaire va émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre et le gaspillage est 18% de ces gaz à effet de serre. Dans notre étude, je vous explique juste parce que les prochaines diapositives vont faire référence à ces catégories-là. Donc, l'étude était séparée dans des catégories d'aliments. Donc, il y avait fruits et légumes, viande et volailles, produits laitiers et œufs, grandes cultures, ça c'est comme le maïs, l'orge, les grandes cultures qu'on a ici au Québec, produits marins et sucres et sirop. Vous voyez ici les catégories, justement. Donc, c'est vrai, les fruits et légumes qui sont davantage perdus ou gaspillés, mais c'est la viande et la volaille qui ont le plus d'impact en termes de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez ici, dans les diagrammes à bande, ici, que c'est 45% des fruits et légumes qui sont perdus ou gaspillés, mais ça cause 15% des gaz à effet de serre. Tandis que la viande et la volaille est une portion vraiment beaucoup plus petite de 13%, mais cause 59% des gaz à effet de serre. Ce gaspillage alimentaire-là, en fait, va être éliminé. Donc, 47% malheureusement va vers l'enfouissement. Et après, vous avez le reste, compostage, biométhanisation et d'autres destinations ici dans le diagramme. Pour le chiffre que je vous ai donné du 16%, c'est vraiment au Québec. Il y a eu une étude comparable qui s'est faite au niveau du Canada et c'était 18%. Donc, on n'est pas plus gagnant. C'est à peu près la même chose partout au Canada. Le coût du gaspillage alimentaire pour un ménage canadien par année, c'est environ 1 300 $. Donc, chaque année, une famille canadienne va perdre 1 300 $ en gaspillage alimentaire. Et c'est une donnée qui est pré-pandémique. Donc, on suppose que le montant maintenant est plus haut, dû notamment à l'inflation. Et il y a des données qui viennent de FoodMesh qui nous montrent que le gaspillage alimentaire causé par une mauvaise compréhension des dates meilleures avant est de 23%. Donc, au niveau du Canada, c'est presque le quart du gaspillage alimentaire qui est causé par le fait de ne pas bien comprendre les dates de péremption. Et c'est donc notre but aujourd'hui de démystifier tout ça pour réduire ce gaspillage-là. Et voilà, je vais arrêter mon partage d'écran. Et on pourra maintenant passer vraiment au sujet du webinaire qui est démystifier les dates de péremption. Donc, je vais commencer par une question pour Claudine. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre les termes? Donc, on entend meilleur avant, euh, date limite de consommation. Il y a vraiment beaucoup de libellés qu'on entend. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences dans tout ça? Oui, oui, comme tu dis, il y a plusieurs façons d'indiquer les dates sur les produits. On a meilleur avant ou le diminutif MA. On a XP pour expire le, ou en anglais, on voit aussi les best before ou BB. Il y a parfois ensuite l'indication emballer le avec la date d'emballage ou bien la date limite de consommation. Et aussi, pour certains aliments, il n'y a juste aucune date d'inscrite. Donc, pour se démêler, je vais vous expliquer les trois différentes sortes de dates, un peu comment elles sont établies. Donc, la date meilleure avant, c'est la date qui est fixée par le fabricant afin d'indiquer au consommateur la période pour laquelle le produit va avoir une qualité nutritionnelle et une fraîcheur optimale dans son emballage non ouvert. Donc, cette date-là n'est pas établie de façon aléatoire. À l'expiration de cette date-là, l'aliment doit encore satisfaire les critères microbiologiques et physiques pour que l'innocuité soit assurée, que la salubrité pour le consommateur soit là. Donc, les durées de conservation sont déterminées par des analyses en laboratoire ou des fois simplement en évaluant l'aspect des aliments. S'il n'y a aucune évaluation qui a été faite, on recommande d'indiquer une durée de conservation de 7 jours. Et le bémol à ça, c'est que dès qu'un emballage est ouvert ou que l'aliment est entamé, la date meilleure avant va être
plus courte au final, plus courte que ce qui est inscrit sur l'emballage. Ou au contraire, si on congèle un aliment, ben là, la durée de conservation est beaucoup plus longue que la date. Pour les aliments périssables, comme la viande fraîche, les poissons fumés, les végétaux frais dans l'huile, euh, la date meilleure avant doit vraiment être respectée parce que les études scientifiques démontrent que l'aliment peut comporter des risques microbiologiques pour la santé des consommateurs sans qu'il y ait de changement dans l'apparence, l'odeur ou le goût de l'aliment. Ensuite, la date d'emballage, c'est la plus simple, c'est elle qui s'explique le mieux, c'est le jour où l'aliment a été emballé. Il y a toutes sortes de paramètres qui font qu'un aliment peut porter ou pas une date d'emballage au lieu d'une date meilleure avant. Donc, on ne peut pas faire de généralisation, ça dépend vraiment de quelle sorte d'aliment et où il est vendu. Ensuite, le troisième type de date, c'est la date limite de conservation. C'est moins fréquent, cette date-là. C'est habituellement sur les préparations pour nourrissons ou les préparations pour régime liquide qu'ils vont devoir porter ce type de date-là. Après la date limite de consommation, l'aliment est susceptible de plus avoir la teneur nutritive déclarée sur l'étiquette. Donc, à ce moment-là, il ne devrait pas être consommé. Euh, on voit que c'est plus strict, en effet, parce que c'est généralement des personnes qui sont vulnérables qui vont consommer ces aliments-là. Les personnes vont dépendre énormément de cette source de nutriments-là parce qu'elle ne peut pas nécessairement aller les chercher ailleurs. Quand on pense à une préparation pour nourrissons, si elle est un peu moins nutritive, que supposé, ben, le bébé peut difficilement aller combler ses besoins ailleurs avec d'autres aliments. Ça va être sa seule source de nutriments. Donc, l'enfant peut avoir des carences nutritives, même s'il boit assez, si jamais la préparation est dépassée la date limite de consommation. Puis finalement, pour les aliments, quand il n'y a pas de date indiquée sur un produit, c'est que les dates meilleures avant, c'est pas obligatoire sur les produits qui ont une durée de vie de plus de 90 jours, sans que le contenant soit ouvert, comme les conserves, le sucre, les marinades. Donc, c'est sur une base volontaire que les fabricants d'aliments inscrivent une date meilleure avant sur ce genre de produit. Et pour beaucoup d'aliments, il y a la date meilleure avant ne veut pas dire qu'on doit jeter dès le lendemain. Pour plusieurs produits, ces aliments-là peuvent quand même être consommés après la date si on est attentif. C'est super intéressant. Fait que si je résume, si j'ai bien compris tout ça, ce que j'ai compris, c'est meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. Puis que Exact. la date meilleur avant indique la période de fraîcheur optimale et ça signifie pas que l'aliment n'est pas consommable après. Tandis que Pour la la, date de péremption, elle, c'est vraiment pour la salubrité de l'aliment, puis ça s'applique seulement à quelques produits comme par exemple les préparations pour nourrissons que tu as mentionné. euh, non, il n'y a pas de date de péremption. C'est date limite de consommation pour les préparations nourrissons et régimes liquides. Et la date meilleure avant pour plusieurs aliments, c'est encore bon après. Certains aliments je vais avoir l'occasion d'en parler un peu plus tard, devraient pas être consommés après la date meilleure avant. OK. Et on abordera ça donc un peu plus tard. Super. Ma prochaine question, c'est pour Chantal. Donc, euh, on est d'accord que les dates meilleurement, les dates de péremption ont mené à certaines perceptions sur la qualité de la nourriture et ou de leur salubrité. C'est pour ça justement que les gens les jettent dès qu'ils voient que la date est passée. Mais Chantal, comment ces perceptions-là affectent votre quotidien chez Moisson Montréal? Eh, Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de l'invitation à Recycle Québec pour le webinaire. Écoute, c'est sûr que pour nous, ça a un impact important parce que ces dates-là, les manufacturiers, Claudine le mentionnait tantôt, et les producteurs, les commerçants, à un moment donné, doivent se fier sur ces dates-là pour faire une rotation de leur inventaire. Donc, ce que ça devient, c'est tous les produits qui sont encore très bons, mais qui doivent être sortis des établissements de commerce, mais ils doivent se retrouver quelque part. Et pour nous, c'est une source d'approvisionnement inestimable, là, ces produits-là. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est très utile. Les produits sont redonnés aux gens dans le besoin. À Moisson Montréal, c'est sûr qu'on est une grosse banque alimentaire. On a la chance d'avoir un spécialiste au niveau du contrôle qualité.
Alors, notre spécialiste, lui, depuis longtemps, a établi une politique qui nous permet aussi, pour chaque type d'aliment, chaque catégorie d'aliments, de valider combien de temps l'aliment est encore bon, selon certaines catégories et certains critères. Donc, ça nous permet de donner ces aliments-là à nos organismes accrédités pour qu'ils puissent être distribués. Alors, toute cette chaîne-là est prise en considération dans les dates aussi, parce qu'il faut quand même, on est là pour donner des aliments qui sont bons aux gens dans le besoin. C'est pas parce qu'ils sont dans le besoin qu'ils n'ont pas le droit de manger des aliments qui sont consommables, au contraire. Donc, il faut que cette chaîne-là soit respectée en termes de fraîcheur, de qualité nutritionnelle, etc. Mais définitivement, même si la date de péremption est dépassée, il reste que la majorité des aliments sont toujours bons pour la consommation. C'est super intéressant parce que les dates de péremption, les dates meilleures avant, c'est comme en général, on le sent comme une lourdeur, que c'est quelque chose à Mm. gérer. Puis tout ça, mais de votre côté, c'est un outil, tu sais, c'est quelque chose de positif, puis ça vous permet d'avoir l'approvisionnement adéquat. Là. C'est super intéressant d'entendre Exact. cette perspective-là. Super, merci. Ma prochaine question est pour Alexandra. Donc, dans ma présentation, j'ai mentionné que 23% du gaspillage alimentaire évitable au Canada est dû à une mauvaise compréhension des dates meilleures avant. Comment pouvons-nous contribuer à une meilleure compréhension des dates meilleures avant, puis comment la tablée des chefs contribue à une meilleure éducation sur l'alimentation en général? Oui, donc très grande question, donc très grande réponse. Donc, merci Laura d'ailleurs, moi aussi pour l'invitation aujourd'hui à ce webinaire-là. On agit à deux endroits à la tablée des chefs. Donc, je veux simplement vous mentionner que nous, à la tablée des chefs, on a des programmes d'éducation culinaire, donc les brigades culinaires et cuisine ton avenir, dans lequel on regroupe un ensemble d'une vingtaine d'ateliers qui sont présentés en fait dans les écoles secondaires, puis dans les milieux de jeunesse, d'ailleurs sous la direction de la protection de la jeunesse d'ailleurs. Notre clientèle visée, c'est les adolescents, c'est les jeunes qui sont en situation de vulnérabilité ou en transition vers la vie adulte. Donc, nos programmes d'ateliers culinaires, dans une optique ici d'enjeux de gaspillage alimentaire, puis d'un peu comprendre certains concepts, dont les dates de péremption, puis en fait, on les explique à travers nos ateliers culinaires. Donc, les informations là, que Claudine va vous transmettre prochainement, certaines de ces notions-là sont transmises au travers de ces programmes-là. Donc, c'est sûr que dans une optique d'éducation, notre but ici, c'est que les jeunes, on veut qu'ils acquièrent des comportements alimentaires sains, responsables, puis qu'ils développent des habiletés culinaires qui font en sorte que ben, en cuisine, comment on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire? Comment on peut réduire sa facture d'épicerie également lorsqu'on est sur le point de faire, en fait, ses premières épiceries, lorsqu'on termine le secondaire au cégep ou est-ce qu'on transitionne vers la vie adulte? Comment on peut prévenir le gaspillage alimentaire? Donc, on parle des dates de péremption, on a certains outils du MAPAC qu'on transmet. Puis, vraiment, à la tablée des chefs, on vise que nos mangeurs de demain soient des personnes qui sont responsables puis sensibilisées face à l'impact du gaspillage alimentaire. Donc, autant que c'est dans ces notions-là où est-ce qu'il y a un apprentissage qui se fait, mais c'est également en cuisine, comment on prépare les aliments. Donc, puis à travers différents apprentissages vraiment pratico-pratiques qui est enseigné durant ces ateliers culinaires-là. Donc, on vise à enseigner tôt pour que ces gens-là puissent à l'avenir contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. L'autre endroit où est-ce que on a un peu une certaine éducation à offrir, un peu indirectement, c'est à travers le programme de récupération alimentaire de la tablée des chefs. Donc, vous savez, là, un peu comme Chantal a peut-être abordé un petit peu, c'est qu'on a des grandes institutions comme des hôtels, hôpitaux, des événements d'envergure, restaurants qui génèrent de grandes quantités d'aliments pour toutes sortes de raisons, pour répondre à leur clientèle. Ces quantités d'aliments-là, parfois, génèrent des surplus alimentaires pour différentes raisons. Il y en a parfois une grande quantité et ça peut être porté à être jeté, donc pour différentes raisons.
c'est là que la tablée des chefs, avec son programme de récupération alimentaire, va venir agir parce que ces surplus-là, ben, sont effectivement encore consommables. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que la tablée des chefs va aller chercher ces surplus alimentaires-là provenant de ces donateurs-là, donc institutions que j'ai nommées plus tôt, puis faire la connexion avec les organismes communautaires comme les banques alimentaires pour faire cette connexion-là et faire en sorte que les surplus générés sont gérés puis redistribués convenablement aux organismes qui va faire en sorte que ces aliments-là vont être consommés pour les gens qui en ont besoin. Puis encore une fois, il y a cette éducation-là qui est aussi transmise aux donateurs de ces surplus alimentaires-là dans la façon de les conserver, de les stocker, puis de faire en sorte qu'une fois que c'est rendu dans les organismes communautaires, ben, c'est distribué, puis il n'y a pas eu de bris dans la chaîne de froid. Les aliments sont encore salubres et de qualité. Donc, c'est un peu dans ces deux manières-là que la tablée agit pour le gaspillage alimentaire. Donc, on est dans l'éducation pour nos futurs mangeurs, puis on a aussi l'acquisition un peu de compétences, d'actions mises en place pour gérer les surplus alimentaires. Donc, voilà où est-ce qu'on agit. Super intéressant, puis c'est bien parce que avec la redistribution alimentaire, c'est assez immédiat, tu sais, on prend les surplus, on les redistribue pour qu'ils soient mangés puis pas gaspillés. Puis tandis que l'autre, c'est vraiment des actions, tu sais, à long terme, on vient éduquer pour s'assurer que dans le futur, comme tu parles, ces mangeurs-là vont pouvoir euh, moins gaspiller. C'est super intéressant, merci. Puis ma prochaine question, c'est, on retourne à Claudine. Donc, quels sont les critères qui permettent de déterminer si un aliment altéré peut être récupéré ou doit être jeté et comment cette décision peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire tout en assurant la sécurité sanitaire, la salubrité? Oui. Donc, au MAPAC, on a une classification, on a différentes catégories qui est reprise en plusieurs de nos documents. Donc, on fait la distinction entre les types de produits. Les trois catégories sont périssables, les aliments périssables à risque faible et les aliments non périssables. Donc, les aliments périssables, c'est ceux qui vont s'altérer facilement, qui peuvent aussi permettre la croissance de bactéries nuisibles à la santé. Dans cette catégorie-là, sans surprise, on a les viandes fraîches, le poisson, fruits de mer, ce genre d'aliments-là. Ensuite, les aliments périssables à risque faible, c'est des produits qui vont aussi s'altérer, mais ils vont généralement pas permettre la croissance de bactéries nuisibles pour la santé. Donc, les exemples pour ça, c'est, admettons, le jus de fruits, les vinaigrettes, du yogourt, du fromage, comme les fromages à pâte ferme. Et finalement, pour les aliments non périssables, c'est les produits qui vont s'altérer peu et puis permettent généralement vraiment pas la croissance de bactéries nuisibles pour la santé. Là-dedans, on a les céréales sèches, les condiments, les viandes congelées, les aliments congelés en général. Puis là, j'ai utilisé le terme altéré. Ce qu'on veut dire par altéré, c'est quand il y a une détérioration de l'aliment qu'on peut voir, toucher, sentir ou même goûter. Donc, les exemples d'altération habituels qu'on voit, ça peut être des moisissures inhabituelles sur un fromage. On va voir. Niveau texture, on va voir des fois un poisson qui va devenir gluant ou si on a des odeurs rances ou des odeurs d'ammoniac ou de pourriture. Euh, Niveau texture, ça peut être un jus qui devient pétillant parce qu'il a commencé à fermenter ou bien du lait qui va goûter acidulé, qui va être devenu suré. Dans plusieurs cas, un aliment peut quand même être rattrapé, même s'il commence à être défraîchi ou un petit peu altéré. Donc, c'est quand on est encore dans le stade défraîchi, on a un aliment, avant qu'il y ait de la moisissure qui s'installe ou de la pourriture, on peut quand même utiliser ces aliments-là autrement, comme dans une soupe au lieu d'une salade, ou bien au lieu de manger une pomme directement, si elle commence à devenir un peu molle, ben, on peut l'utiliser dans une croustade ou de la compote, un jus. Puis sinon, il y a plusieurs aliments ou plats qui sont vraiment meilleurs avec un aliment qui est un peu moins frais, comme un pain doré avec du pain sec va être très meilleur qu'avec un pain très frais
qui va être trop moelleux. Par contre, si la moisissure ou la pourriture commence à être présente, des fois en petite quantité sur des aliments périssables à risque faible, là, ce qu'on peut faire, pour les aliments durs, on peut les parer. Donc, on peut couper autour des taches de moisissure à 1 pouce autour de ces taches-là pour pouvoir récupérer le reste de l'aliment. Donc, un fromage ferme, on peut faire ça. Plusieurs fruits et légumes qui sont fermes, on peut faire ça. Une carotte, on peut couper le bout s'il commence à avoir un peu de moisissure d'un bout sans problème. Tout est beau pour ça. Par contre, si l'altération est trop répandue, que là, on en enlève plus que ce qui en reste à la fin, là, ça commence à être signe on va devoir jeter l'aliment. Et c'est aussi quelque chose qui s'applique pas bien pour tout ce qui est aliments liquides ou mous. Que ça, les moisissures, quand on a ça, ça fait des racines. Donc là, c'est tout l'aliment qui serait contaminé. Donc, à ce moment-là, c'est l'aliment au complet qu'on doit jeter et non seulement parer. Donc, euh, avec ça, c'était vraiment les aliments plus tu sais, non périssables à risque faible et non périssables. Parce qu'il faut quand même garder en tête que les aliments périssables, eux, les bactéries qui vont être nuisibles et causer des maladies, des toxines-infections, vont pas nécessairement altérer l'aliment. Donc, c'est pour ça que ces aliments-là, les aliments périssables, ne devraient pas être consommés après la date meilleure avant. Parce que on peut pas se fier à ses sens à ce moment-là pour voir est-ce que c'est vraiment, il est encore plus bon, il est encore bon ou il est devenu plus bon. Et considérant les collègues que j'ai invités de la Tablée des chefs, Moisson Montréal, je pourrais parler un petit peu des aliments, les sortes d'aliments qui devraient pas être donnés à des organismes. Parce qu'on a énormément d'aliments qui peuvent être donnés, mais il y a quand même certaines choses on devrait se restreindre de les données. Et ça, c'est des listes aussi qui sont disponibles sur le site de québec.ca si vous voulez. Donc, les aliments qui sont plus à risque, souvent comme tu sais, des restants de table, des gens ou des denrées périssables qui sont entamées, c'est un peu plus à risque. On peut tu sais, limiter ça. Et il y a certains aliments que ça, on devrait toujours éviter. Donc, des aliments qui sont altérés, c'est des aliments qu'on voit qui sont déjà recouverts de moisissure ou qui ont de la pourriture, ben ça, on ne donne pas ça. Les aliments qui proviennent de sinistres, donc s'il y a eu un feu, il y a eu des choses affectées par la fumée, une inondation, des incendies, malheureusement, ça, on ne peut pas garder. Ça peut amener des contaminations qui sont dangereuses. Tout ce qui est des aliments souillés par des organismes nuisibles comme des rongeurs, des insectes, c'est non aussi. Et aussi tous les aliments qui font partie de rappels alimentaires. Donc ça, malheureusement, personne ne devrait les consommer, ils devraient être retournés ou jetés selon les directives. Donc on ne devrait pas les donner non plus à des organismes pour qu'ils soient redonnés aux communautés. Super intéressant, vraiment de l'information. Je pense que c'est ce que les gens attendaient, là, très, très concret et qu'on peut utiliser à tous les jours. Moi, j'avais une question pour quelque chose de très, très spécifique parce qu'on est confronté souvent à ça, c'est les conserves pockées. Tu sais, des fois, déjà à l'épicerie, elle est pockée ou des fois, personnellement, j'ai une petite fille de 16 mois qui aime aider, mais hein, ça l'échappe tout ce que ça a dans les mains et ça vient pocker tes conserves. À savoir qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce que c'est immédiat, mais là, il faut que je le jette ou je peux l'utiliser du moins comme dans la journée ou le lendemain. Donc, je voulais ton avis là-dessus. C'est sûr que dans la journée que ça a été poqué, il y a pas de souci. Ça dépend toujours de où c'est poqué. En fait, une poque sur tu sais, une partie, le côté, versus une poque sur le certi, donc l'anneau, les arêtes de l'anneau en haut ou en bas, ça peut être un petit peu plus délicat. On a un outil, une affiche et des informations sur le site de québec.ca sur l'évaluation des conserves, justement, pour voir quel genre de conserves peuvent être conservées ou
conservés ou pas. Donc, ils peuvent être gardés, quand même utilisés, parce en effet, il y a certaines POC qui sont tolérables, d'autres que pas du tout, parce que ça peut juste ouvrir légèrement la conserve. Et là, tout le processus qui a été mis en place pour stériliser, pour rendre ça bon à température pièce pendant des mois, vient d'être mis à l'eau, vient d'être ruiné par une petite POC qui laisse entrer un petit peu d'oxygène. Donc, ça dépend énormément. Donc, je conseillerais d'aller vers la page à ce sujet-là. Super, merci beaucoup. Puis, les derniers éléments qu'on voulait aborder, et je pense que c'est ce que les gens veulent le plus entendre, c'est des outils pratiques pour mieux consommer à la maison. Pour finir en beauté avant de prendre les questions, on aimerait laisser les participants avec des outils pratiques, des trucs pour mieux consommer. Fait que, Claudine, je te laisserai continuer, puis après, on pourra passer à, à Alexandra et à Chantal pour les trucs. Oui. Merci. Donc, je vais vous présenter l'outil du MAPAC pour les consommateurs qui est le Thermoguide Plus. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, parfait. Tout va bien pour l'affichage. On voit bien le thermoguide, excellent. Donc, Oui. ça, le thermoguide a été mis à jour dans la dernière année. Donc, c'est là où on va voir un outil assez dynamique pour pouvoir avoir beaucoup d'informations sur chaque aliment. Donc, quand vous tapez sur votre moteur de recherche Thermoguide, Thermoguide Plus, vous allez pouvoir tomber sur cette page-là ici. Et sur cette page-là, ce que vous voyez déjà, on voit tout ce qu'il y a à gauche, une belle liste d'autres pages, tout ce qui a rapport avec la salubrité des aliments, des conseils, toutes sortes de précautions à prendre, comment faire avoir une bonne hygiène et nettoyage, qu'il y a toutes sortes d'outils, des affiches, des guides, des aides-mémoires, et c'est là-dedans aussi qu'il va avoir ce que je disais, le guide pour les conserves qui sont endommagées. C'est là qu'il va avoir des indications avec des photos sur comment s'aider à décider. Pour revenir sur le thermoguide, vous pouvez venir ici, on clique sur ce bouton-là et là, on tombe vraiment sur l'outil en tant que tel. Euh, Là, ici, vous avez toutes sortes d'aliments. Là, vous avez tous les aliments. Vous pouvez soit les chercher un à un, il y en a une quarantaine. Sinon, vous pouvez aller dans les catégories. Donc, on a toutes les catégories d'aliments qu'on voit ici comme ça. Et là, je vais en choisir un pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Admettons, produits laitiers. Et là, on n'a que les produits laitiers qui apparaissent. Et ça nous montre aussi les catégories d'aliments que je mentionnais plus tôt. Donc là, ici, on voit les aliments périssables à risque faible. C'est cohérent, on a du beurre et ou bien un fromage frais ou préparation pour nourrissons, ben là, par exemple, ça, c'est périssable parce que justement, il y a une date limite de consommation qui est plus sévère. Donc là, je vais cliquer ici sur le fromage à pâte ferme, demi-ferme ou dur. Pour chaque aliment, on a les conseils généraux pour ce type d'aliment-là qu'on a ici. Pour les aliments périssables à risque faible, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est des produits qui vont s'altérer, mais qui vont pas permettre nécessairement la croissance de bactéries nuisibles. Puis après l'ouverture, on donne le conseil de faire appel à ses sens. Donc vraiment, retour aux sources pour les consommateurs, de dire, faites-vous confiance, regardez qu'est-ce que vous avez, sentez qu'est-ce que vous avez pour ce type d'aliment-là. Pour les aliments, ensuite, ce que vous avez plusieurs catégories d'informations. Donc, les informations sur la conservation, comment le garder, à peu près combien de temps. Donc, tu sais, généralement, tu sais, c'est à peu près combien de temps. Euh, Quelques trucs pour mieux le garder, des fois, ou pour améliorer la qualité, garder une bonne qualité pendant longtemps.
Ensuite, ce qui est très important, c'est une des sections les plus importantes du thermoguide, en fait. Puis ça vient faire un rappel avec ce qu'Alexandra mentionnait sur ce qui est apprendre à jouer avec ces aliments, à les regarder, puis à être capable de prendre des décisions soi-même, de dire ben, à quoi ça ressemble quand un aliment est altéré. Donc là, on parle donc souvent de ce qui va être des moisissures différentes. Quand on parle de moisissures sur des fromages, ben souvent on va se dire, ah ben oui, mais il y a des fromages qui ont des moisissures dessus. En effet, mais si vous voyez des moisissures rose-orange sur un brie qui serait supposé être, ou un fromage avec habituellement une croûte blanche, ben là, on voit une différence de moisissure. Là, par exemple, il faudrait être un peu plus attentif. Ou bien, puis à ce moment-là, quand c'est un aliment ferme, on peut le couper pour garder seulement ce qui est encore bon. Et si jamais, des fois, là, on voit ici quand jeter un aliment. Donc là, quand on a un aliment, un fromage, comme là, qui a une texture visqueuse, gluante, mauvaise odeur, et tout ce qui est anormal. J'ai pris ce type de fromage-là parce qu'il y a plusieurs fromages, des fois, qui ont beaucoup de caractère. On va... Mais c'est normal pour ce type de fromage-là. C'est normal d'avoir ce caractère-là. C'est si jamais il y a une différence un changement, une évolution. Est-ce que son caractère devient plus caractériel? Donc, est-ce que l'odeur qui est un peu plus forte, normalement pour ce type de fromage-là, là, devient désagréable ou devient peu appétissante? Est-ce que il est différent de ce qu'on consomme d'habitude? Là, c'est à ce moment-là qu'on va mentionner qu'il faudrait en disposer. Et on donne aussi plusieurs indications sur souvent comment préparer de façon sécuritaire. On parle des personnes à risque pour plusieurs aliments. Il y a certains aliments euh, qui causent un peu plus de risques pour les personnes vulnérables. On voit les enfants de 5 ans et moins, les femmes enceintes, les adultes en haut de 60 ans. Donc, on donne des conseils sur qu'est-ce qui devrait être consommé versus pas consommé à ce moment-là. Et on a souvent aussi des petites rubriques informations supplémentaires pour euh, des aliments un peu de tout, cette rubrique-là. Et à chaque fois, vous allez voir, on donne plusieurs liens, plusieurs références vers d'autres pages web du MAPAC ou bien du gouvernement du Canada. On a vers l'Institut national de la santé publique. Donc, tout est arrimé comme ça pour que vous ayez toute l'information disponible à seulement certaines pages. Et rapidement, pour terminer, cet outil-là n'est pas imprimable parce qu'il y a tellement de pages. Chaque page individuelle peut être imprimée, évidemment, mais le thermoguide en entier ne peut pas être imprimé, malheureusement. Par contre, on a cette affiche-là ici, l'affiche meilleur avant, bon après, qui, elle, c'est exactement les mêmes informations, mais en condensé. Elle s'affiche très bien dans la cuisine pour avoir des petits rappels sur comment gérer ses aliments. Je vais le mettre un petit peu plus court pour vous. Comment gérer ses aliments après l'ouverture des emballages. Donc là, ça donne plusieurs indices. Super, merci beaucoup. C'est super concret. Je pense que c'est exactement ce que les gens recherchent. Puis c'est un outil très dynamique aussi pour tous les aliments qu'on aurait sous la main. C'est super, merci beaucoup. Alexandra, à toi de donner outils pratiques et trucs. Oui, ben en fait, j'ai pas d'outils pratiques à donner à nos participants aujourd'hui au webinaire. Les outils vont être à travers les programmes d'ateliers culinaires pour nos adolescents puis jeunes adultes. Donc, en fait, si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, c'est d'aller, si vous avez des questions en lien avec les programmes d'ateliers culinaires ou de la récupération alimentaire, allez sur le site web de la Tablée des chefs pour bien comprendre ce que ça implique. Peut-être que votre école du quartier, dans votre région, il y a le programme des brigades culinaires ou Cuisine ton avenir dans un milieu de jeunesse près de chez vous.
On est bien établi au Québec puis dans le reste du Canada pour faire en sorte, pour éduquer le plus de jeunes possible sur tout plein d'enjeux en alimentation, dont gaspillage alimentaire. Puis finalement, dernière chose, c'est un peu arrivé dernière minute, mais si vous voulez d'ailleurs comprendre l'ampleur, en fait, de petit bout de chemin, la tablée des chefs, ce qu'on fait en lien avec le gaspillage alimentaire puis la littératie alimentaire, je vous invite grandement à aller regarder deux podcasts où est-ce que le directeur général de la tablée des chefs fait son apparition. Un café avec Judith Fetzer, puis ça va mieux qu'on pense. Je vous ai présenté des programmes qui sont là depuis longtemps à la tablée des chefs, mais il y en a d'autres également, puis j'ai pas eu le temps d'en parler, puis voilà, c'est des choses qui arrivent, mais je vous invite à aller à votre prochaine marche du midi, d'aller écouter ces podcasts-là. C'est vraiment intéressant, puis j'en reçois toujours un discours assez inspirant. Donc, merci encore. Super, merci. Ouais, donc, je peux confirmer que Jean-François Archambault est des plus passionnés, donc ça doit être des webinaires quand même assez intéressants. Merci, Alexandra. Puis Chantal, à toi. Ben, moi, de mon côté non plus, on n'a pas nécessairement de programme au niveau du grand public, mais moi, j'encouragerais les gens, surtout lorsqu'ils font leurs courses dans les différentes épiceries, les marchands, bien sûr dans la région métropolitaine, mais partout au Québec, on a un programme de récupération de denrées avec les épiceries, mais c'est souvent l'occasion pour monsieur et madame tout le monde de faire des dons d'aliments aussi. Il y a souvent des boîtes aux caisses pour que les gens puissent laisser des produits. Bien sûr, on s'entend pour des produits secs de longue durée, où il y a des marchands qui ont des campagnes avec des sacs aussi qu'on peut acheter, puis il y a des denrées. Alors, juste faire un appel, on rentre dans une saison, l'automne, ça va être le temps des fêtes. Les gens dans le besoin, ben, le besoin grandit tout le temps. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens, puis souvent, c'est nos collègues, des voisins qui ont besoin d'aide au niveau de l'alimentation. Donc, définitivement, tous ceux qui ont la capacité de faire un don, les entreprises aussi, ou même les marchands qui veulent faire des dons, on est toujours prêt à aller chercher ces denrées-là, c'est précieux pour nous. Alors, c'est un appel à la solidarité. Merci beaucoup, Chantal. C'est noté de tout le monde. Puis finalement, ça va être moi qui va vous donner certains trucs pour terminer. Donc, de notre côté, ben, c'est un peu un sommaire de ce qu'on a dit tout au long du webinaire. Donc, le plus important, c'est de savoir que meilleur avant ne veut pas dire mauvais après. C'est vraiment une date qui indique la période de fraîcheur optimale, mais ça signifie pas nécessairement que l'aliment n'est pas consommable après. Se fier à ses sens, donc Claudine en a parlé, on observe l'aspect, on sent l'odeur, on touche la texture. Si l'aliment ne présente pas de moisissure, d'odeur suspecte, de texture anormale, il est souvent encore bon. On essaie d'emblée de bien conserver nos aliments, donc on ouvre seulement quand c'est le moment de l'utiliser. On peut réfrigérer nos aliments périssables toujours sous les 4 degrés Celsius et on congèle sous les moins 18 degrés Celsius. On essaie d'éviter la zone entre 4 degrés et 60 degrés, c'est vraiment là où les bactéries se multiplient le plus rapidement. Puis, on range les aliments secs dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. On essaie de transformer les aliments proches de leur date, donc faire des soupes, des bouillons, des sauces avec des légumes moins frais, des smoothies avec des fruits. Puis, on congèle les restes ou les surplus pour les consommer plus tard. Puis, on essaie de planifier ses achats et ses repas, donc faire l'inventaire de son frigo avant d'aller faire l'épicerie. Privilégier les aliments à consommer rapidement, les cuisiner en priorité, les garder sur le devant de votre frigo. Puis, acheter en vrac pour diminuer le gaspillage d'ingrédients. Donc, en rafale, ce sont mes trucs. Donc, on va passer à la période de questions. Je vois quand même qu'il y en a plusieurs. Donc, on a un petit 10 minutes à peu près pour couvrir les questions. Rapidement, je vais aller dans la section. Donc, la première question, j'y vais en ordre chronologique, là, juste pour faciliter le tout. Donc, la première question, qu'en est-il des aliments distribués dans les banques alimentaires dont la date de péremption remonte à 1 mois? Peut-on consommer sans danger ces aliments tels que les yogourts, le humus, le pain? Donc, je pense que la question s'adresse plutôt à Chantal.
Comme je l'expliquais au point de départ, c'est sûr que nous, tout ce qui rentre dans l'entrepôt est vérifié. Donc, il faut s'assurer que tout dépendant des dates de péremption, il faut penser au chemin de la denrée. Une fois qu'il rentre chez nous, il y a peut-être une certaine date, il est distribué à un organisme à une certaine journée, puis après ça, il y a un bénéficiaire qui va aller le chercher. Fait que tout ça est pris en compte. Donc, tout dépendant des exemples, c'est sûr que c'est difficile sur un produit particulier, mais je vous dirais que nous, on fait extrêmement attention. Puis comme je le disais, pour chaque catégorie de produits, on a nos limites aussi, nos seuils de tolérance. Donc, j'aurais tendance à dire que ce qui est remis à un organisme communautaire ben, est consommable pour le bénéficiaire et il ne devrait pas avoir de problème. Exact. Donc, il y a des processus en place qui assurent justement que cette chaîne-là puisse terminer de façon positive. Exactement. Parfait. Donc, deuxième question, est-il permis de servir un yogourt ou du pain passé de date de 1 ou 2 journées dans un centre d'hébergement ou un hôpital au Québec? Notre pratique actuelle est que l'on jette dès que la date meilleure avant est atteinte. Donc, peut-être Claudine pour celle-là. Oui. Pardonnez-moi. Donc, oui, il n'y a rien qui fait, il y a rien qui rend ce genre de pratique-là illégal de servir ou de vendre ou de donner des aliments dont la date meilleure avant est dépassée. Il faut quand même se rappeler aussi que euh, la responsabilité de distribuer ces aliments-là est encore à la personne tu sais, qui, admettons, à l'organisme qu'on a dit, ou au détaillant, au fabricant, à la personne qui va servir ces aliments-là, a quand même la responsabilité de s'assurer que les produits qu'elle donne sont propres à la consommation, que l'innocuité est assurée. Euh, à, ce- euh, à cet effet, il y a quand même une rotation appropriée des aliments qui doit être faite. Et si les aliments, tu sais, meilleurs avant, si les aliments ont la date meilleure avant qui est dépassée, ça peut être suggéré plutôt des placer dans un étalage distinct. Si on parle, tu sais, dans la cafétéria peut-être de l'établissement, ou bien de les utiliser d'une autre façon si on est inconfortable de les utiliser directement comme ça. Mais il n'y a rien qui fait que ce soit illégal ou interdit de faire cette distribution-là tant que la personne est responsable, que elle s'assure que l'innocuité est là. Super. Merci beaucoup. La prochaine question, quel est le conseil pour les aliments où la seule information est emballé le, puis comment savoir l'historique de l'aliment pré-emballage? Je l'enverrai vers Claudine, mais je peux aussi tenter une réponse puis tu pourras compléter. Donc, s'il y a juste emballé là, il y a pas de date meilleure avant, ça veut dire que c'est un produit qui est 90 jours, comme qui est correct même après 90 jours, en fait, qu'il n'y a pas un meilleur avant. Donc, c'est dans le fond de l'information pour la personne qui le consomme, savoir quand ça avait été emballé. Donc, il devrait pas y avoir de problème. C'est ça, Claudine? En fait, il y a ça pour certains aliments, mais il y a aussi plusieurs aliments, dont ceux qui vont être emballés sur le lieu de vente. Que là, c'est pas nécessairement des aliments qui sont bons 90 jours et plus. Il peut avoir des dates meilleures avant, techniquement, qui sont plus courtes que le 90 jours. Par contre, c'est des sortes d'aliments comme ceux qui sont emballés sur le site. euh, il y a quand même, on assume que il va y avoir un préposé qui va être là pour informer les clients à la demande, ou bien qu'il va avoir des indications sur un présentoir. L'indication en tant que telle va être soit quelque part dans l'étalage, sur le présentoir, ou peut être donnée par le préposé, la personne à la caisse, un vendeur, une vendeuse. Donc, tu sais, c'est c'est très varié. Là, en fait, les types d'aliments qui peuvent avoir une date, seulement une date d'emballage. Il y a plusieurs aliments qui sont périssables, qui vont seulement avoir une date d'emballage. Mais à ce moment-là, il faut communiquer avec le détaillant, avec le préposé pour demander ces informations-là si elles ne sont pas écrites dans le présentoir. Super, merci beaucoup pour la précision. J'enchaîne rapidement parce qu'il y en a vraiment plusieurs, on ne pourra pas les couvrir toutes. Fait que je continue tout simplement. Est-ce que
est-ce qu'on pourrait ou devrait pas changer la réglementation pour distinguer les aliments dont la salubrité et l'équité est vraiment mise à risque après la date meilleure avant versus les autres? Donc, tu sais, ce que je comprends de la question, c'est de savoir est-ce que on devrait comme avoir une distinction entre les aliments. Donc, en fait, la date meilleure avant, c'est un guide là, dans tous les cas. Et après, c'est ce que Claudine a expliqué avec ceux qui sont périssables à faible risque ou ceux qui sont non périssables. Et après, c'est selon nos sens là, pour gérer le reste. Donc, euh, ce serait pas nécessairement à travers un changement de réglementation, mais plutôt de bien gérer ces dates-là selon le type d'aliment, qu'il soit périssable, périssable à faible risque ou non périssable. Si je peux me permettre aussi, Oui, en ce moment, il y a quand même un bon filet avec la réglementation actuelle, la législation actuelle, qui vient aller chercher tous les cas ou la plupart des cas qui sont où que la salubrité est mise en cause. Donc, est remis en question. Donc, c'est la législation qui aurait à rajouter ferait seulement euh, faire une redondance, c'est rajouter un filet par-dessus d'autres filets parce qu'on a déjà les mécanismes en place pour assurer ce genre de contrôle-là. S'assurer que ce que les consommateurs consomment est bon et salubre, ne va pas les rendre malades, c'est déjà en place. Donc, c'est pas quelque chose qui serait à rajouter comme filet de plus qu'on a déjà. super, si. Est-ce que les épiceries doivent obligatoirement jeter les aliments qui ont atteint la date de péremption? Je pense que on connaît la réponse vu Chantal qui est là. Donc, ce n'est pas une obligation, en fait. Ils le font aussi pour gérer leur inventaire et c'est aussi perception des clients, là. Si sur leurs étagères, ils avaient que des produits passés de la date, je pense que les gens seraient insatisfaits. Mais ce n'est pas une obligation de jeter et on espère qu'ils ne jettent pas, justement. Parfait. La prochaine question, allons-nous savoir les catégories de Moisson Montréal en ce qui concerne les durées de vie de différents types d'aliments? Donc, je pense que c'est comme le processus de gestion et de filtre, là, comment vous faites selon les catégories d'aliments. Je ne sais pas si tu veux couvrir ça rapidement, Chantal. Ouais, je n'irai pas dans toutes les catégories, mais j'aurais tendance à dire de fier au thermoguide que Claudine nous a présenté parce que ça suit vraiment le genre de catégorie. On parle de produits laitiers, de viande, on parle de fruits et légumes. Fait que, tu sais, je pense qu'avec le thermoguide, les gens ont déjà tout l'outil, toute l'information nécessaire. Puis c'est un peu le même principe pour nous aussi, là. OK, parfait. Euh, donc, la littératie alimentaire me semble jouer un rôle clé ici. Mieux comprendre les dates et les étiquettes, c'est déjà agir versus gaspillage. Voyez-vous des initiatives en ce sens? Ben, je pense que la tablée des chefs en est une, justement. C'est parfait. Oui. Donc, je ne sais pas si, Alexandra, tu voudrais ajouter quelque chose, s'il y en a d'autres dans votre milieu qui font aussi d'autres initiatives, mais je pense que la tablée des chefs en est un, quand même. Et de notre côté, Recipe Québec, notre rôle en gaspillage alimentaire, c'est vraiment l'information, sensibilisation, éducation. Donc, les campagnes qu'on fait, tout ça, c'est vraiment en ce sens-là. On essaie de mieux éduquer. Tout à fait. Puis d'ailleurs, je tiens à mentionner que c'est ça, Recyc Québec, le MAPAC, c'est quand même nos partenaires dans l'élaboration de nos contenus éducatifs pour nos jeunes. Donc, c'est sûr qu'on vient vraiment créer les outils qui ont été présentés d'ailleurs par Claudine. Certains sont utilisés dans nos cahiers. Recyc Québec, on prend des notions aussi pour informer nos jeunes sur l'impact du gaspillage alimentaire, mais aussi en cuisine. Les trucs et astuces que tu avais nommés en rafale, c'est des choses qu'on met en pratique dans les ateliers. Donc, effectivement, on contribue, en tout cas, du moins, on essaie grandement de contribuer à l'éducation culinaire chez nos jeunes, puis faire en sorte que ces jeunes-là repartent avec des outils utiles pour le reste de la vie. Super, merci. Puis je vais vraiment une dernière question rapidement parce qu'il reste juste 3 minutes, le temps file. Euh, pour Moisson Montréal, l'atelier des chefs, est-ce que le service de ramassage de denrées à donner est gratuit aux épiceries et restaurants? Est-ce que le service de livraison des denrées est gratuit? Donc,
question. Pour nous, pour les organismes, pour les épiceries, oui, c'est gratuit. C'est Moisson Montréal a sa propre flotte de camions. On va chercher ces denrées-là. Pour ce qui est des organismes, on a un modèle différent qu'ailleurs au Canada. Pour Moisson Montréal, les organismes viennent sur place chercher leurs propres denrées. De notre côté, on a quand même des subventions qui font en sorte que c'est à moindre coût qu'on va aller faire cette gestion-là de services de courtage, connexion entre le donateur qui a des surplus alimentaires et l'organisme. Je vous dirais que c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est pour pouvoir donner des contenants, du transport adéquat. C'est ce qui fait en sorte qu'on a peut-être un coût ici qui est très, très faible pour les gens qui souhaitent donner des surplus alimentaires, en particulier les institutions que j'ai nommées plus tôt. Super, merci beaucoup. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder les autres questions. Par contre, je vous invite à nous contacter si vraiment vous voulez poser notre question. Vous pouvez envoyer un courriel et il nous fera plaisir de vous y répondre à l'écrit. Puis, il me reste qu'à vous remercier pour votre présence, puis remercier mes panélistes aussi qui ont su vous donner toutes les informations, trucs pratiques. Et je vais aussi passer la parole à Laura pour la fin, car il y a un petit sondage d'appréciation. Merci beaucoup Laura et toutes nos panélistes. C'était vraiment très utile et instructif. J'espère que ça a été pour tous nos participants également. Nous voulions aussi juste nous excuser brièvement. On a un petit souci technique avec les sous-titres qui apparemment ne se sont pas affichés en anglais. Donc juste pour vous dire que l'enregistrement du webinaire sera disponible sur notre site internet lovefoodwaste.ca et nous posterons le lien pour l'enregistrement bientôt. Donc avant de terminer cette session, juste brièvement, nous voulions vous demander de participer à un court questionnaire pour nous donner votre avis sur ce webinaire, ce qui nous aidera à créer d'autres sessions et à concevoir les prochains webinaires. Je vous laisse juste quelques minutes pour remplir ce questionnaire avant de conclure la séance. Et pendant que vous faites ça, voici donc les prochains webinaires de notre série. Nous en avons un autre aujourd'hui, plus tard dans la journée, et le dernier le 23 octobre. Voilà. Eh bien, je pense que ça conclut cette séance. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Et merci à toutes nos intervenantes. À bientôt et au revoir. Au revoir à tous. Merci encore tout le monde. Au revoir.